Alors bonsoir à toutes et tous. Évidemment, la saison est ainsi que c'est le moment où jamais vous souhaitez une très belle année, qu'elle soit joyeuse, pleine de bonheur, de joie, apaisée dans ce début d'année un peu chaotique, c'est moins qu'on puisse dire. Gageons que les forces telluriques seront avec nous, comme on va essayer de le voir dans ces conversations et plutôt ces deux communications qui vont nous être données pour cette conférence sur les énergies de la Terre au service de la gastronomie, avec deux intervenants, et je commencerai évidemment par vous présenter Elsa Bachelard. Tous deux viennent de font l'amitié de venir de Limoges pour animer cette rencontre, la première de 2026. Donc Elsa Bachelard, vous êtes conservatrice du patrimoine et historienne de l'art. On disait que vous avez spécialisé en art contemporain et moderne, européen et nord-américain, si je ne me trompe pas. Vous avez suivi une formation qui associe Excusez du Peu, Paris 1, Sciences Po, l'Université de Columbia et l'Institut national du patrimoine. Bravo, c'est une belle formation. Vous avez travaillé après au ministère de la Culture, effectué de nombreux stages en France et à l'étranger. Là aussi, en aparté, on a pu en parler un petit peu, et ça nous permet de voyager de Marseille, Nancy, Strasbourg, le MUSEM donc à Marseille, et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. On parlera probablement un petit peu tout à l'heure de Montréal et du Québec, avec des propositions d'exposition qui ont été accueillies au musée Adrien Duboucher. Vous avez contribué aux recherches pour l'exposition, une très belle exposition Paris Noir, au Musée national d'art moderne, le centre Pompidou, désormais fermé pour 5 ans, comme vous le savez. Et je dois dire que c'est une exposition assez extraordinaire, vous avez vu, singulière, on a traversé en Paris cosmopolite. Et je trouve que c'est une exposition qui est sur une dimension qui jusqu'alors avait été assez négligée, voire même ignorée. Donc une très belle exposition, malheureusement, terminée. Et au Musée national Adrien Duboucher à Limoges, vous êtes chargé des collections de 1800 à nos jours, et vous êtes commissaire associé de l'exposition, les énergies de la Terre, dont évidemment je vous encourage vivement, après en partie la présentation qui sera faite, à vous rendre sur place, à la visiter, et nous avons jusqu'à mai 2026 pour découvrir cette exposition dont on nous parlait. Vous menez des recherches sur la relation entre art, matière, environnement. Vous travaillez à la préparation d'une exposition prometteuse, car relativement inattendue, dans le sens, sur les liens entre céramique et photographie, dans le cadre du bicentenaire de la photo en 2027. Et moi, après, j'aurais juste une question, parce que je me souviens d'avoir, en 1989, célébré le 150aire de l'invention de la photographie au Centre Pompidou, et je suis surpris que ce soit en 2027 qu'il soit pris comme le bicentenaire, mais c'est tout à fait à l'est. Peut-être comment vous pouvez répondre tout de suite. Oui, c'est le bicentenaire de la photographie, donc c'est cette saison culturelle de 2026-2027. Nous, on s'inscrit plutôt en 2027. Et je crois que la date qui a été choisie, c'est 1826 par rapport à une photographie, point de vue du gras, enfin, on ne sait pas, mais ça fait, il faut choisir une date. C'est pas moi qui ai choisi la date de 1826, mais ça se justifie tout à fait, et c'est vraiment l'occasion pour toutes les institutions et les personnes qui s'intéressent à la photographie et qui veulent la faire découvrir, de proposer toute une programmation à l'échelle nationale dans laquelle on sera ravis de pouvoir s'inscrire. Et peut-être que les rencontres de savoir-faire s'inscriront aussi dans ces célébrations du bicentenaire de l'invention de la photographie, donc 2026-2027, en essayant d'explorer les liens qui sont nombreux aussi entre photographie et gastronomie, ou photographie culinaire, et voir un peu ce que cela recouvre. Vous serez accompagné, et c'est à vous, Jean-Charles, qu'on va d'abord donner la parole. Jean-Charles Lameau, donc vous êtes conservateur, évidemment, je vais dire, mais en chef du patrimoine et donc directeur du Musée national Adrien Duboucher à Limoges. Et vous y travaillez avant 2020, de 2014. Et depuis 2020, enfin pour 2020, vous avez dirigé les collections du chef de collection. C'est du service des collections. Spécialisé en art moderne et contemporain, vous avez notamment piloté le nouvel accrochage de salle du musée dédié à la céramique contemporaine, assuré le commissariat d'exposition tel que un Casa ou un
classable, le L étant entre parenthèses, les 30 ans du craft. Martin Zekemi, je prononce bien, le fonds vivant, et puis encore ici maintenant les événements du monde sans raison. Et donc tout récemment, ce sera aussi un peu l'objet de notre conférence et rencontre ce soir, les herméneutiques de la Terre, comme je le disais, qu'on peut voir jusqu'en mai, jusqu'à précisément le 25 mai prochain à Limoges. Et une exposition qui va être au cœur, pas uniquement de votre présentation, et qui, sans divulgacher, votre propos interroge pour le moins l'actualité, je crois, puisqu'il s'agit d'explorer le lien profond entre l'humanité et les ressources naturelles que nous fournit la Terre, à travers, bien sûr, la céramique, matériau, je crois, universel. Il y aura aussi un certain nombre de pièces que vous présenterez, et il protagonise de nombreuses œuvres exposées, donc des poteries de la Grèce antique, je peux voir, jusque des œuvres beaucoup plus contemporaines, qui symbolisent la transformation des matières premières en objets fonctionnels et artistiques. Comme j'ai dit en introduction, une exposition qui convoque donc de puissance théorique. Jean-Charles, je vous laisse le micro et cette présentation à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous remercier de cette invitation, remercier Marc Bayard qui n'est pas présent ce soir, il est à la Villa Médicis. Voilà, mais je veux remercier pour cette invitation et puis toute l'équipe, Valérie Ducot et Marie-Pierre pour votre modération. Alors effectivement, c'est vraiment chouette qu'on soit amené à parler dans le cadre de ces rencontres sur la gastronomie et les savoir-faire et l'occasion de promouvoir cette exposition qui est ouverte chez nous depuis le 12 décembre dernier. Mais peut-être avant ça, je me suis dit que ce serait pas mal de présenter le musée, de dire quelle est cette institution, quelles en sont les collections, voilà, un petit panorama rapide pour le public. Après quoi, on fera un petit zoom sur des projets qu'on a pu mener par le passé qui sont en lien avec la gastronomie, les savoir-faire et bien sûr la céramique. Et enfin, on fera un vrai zoom sur l'exposition des énergies de la Terre. On va se partager un peu la parole avec ma collègue Elsa. Alors, vous pouvez le voir à l'écran, le musée Adrien Dubouché est un bâtiment. Je vais reprendre avancer, vous donner quelques informations sur le monument historique. Mais avant ça, peut-être un mot qui est Adrien Dubouché. C'est le nom porté par le musée, mais il n'est pas connu forcément de tout le monde, loin de là. Adrien Dubouché est un négociant en cognac né à Limoges et qui est devenu directeur du musée en 1865. Le musée a été créé en 1845 par une décision préfectorale qui fonde la Société archéologique historique du Limousin. Donc c'est assez classique. Le but du jeu est de rassembler des vestiges et de les présenter au public dans un musée. Adrien Dubouché est un érudit, un passionné. Il est critique d'art, il est artiste lui-même. Vous voyez son portrait ici peint par le peintre Alexandre Lafont. Et puis sur la gauche, l'ancienne entrée du musée sur laquelle on voit, sur la droite, pardon, sur laquelle on voit la statue d'Adrien Dubouché par Raoul Verlet. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans la promotion de l'art en général et de la céramique en particulier, et bien sûr de la porcelaine de Limoges. On est au milieu du 19e siècle dans un moment d'ébullition industrielle autour de la porcelaine de Limoges, et il va avoir à cœur de faire cette promotion-là, à la fois en achetant des pièces, en offrant des pièces au musée, et en créant aussi une école d'art. Ça c'est aussi un lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui dans ces histoires de transmission de savoir-faire. C'est très ancré dans l'histoire du musée, cette volonté d'Adrien Dubouché de former non seulement des techniciens, mais aussi des artistes. Donc l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges est héritière de cette époque. On est à la fin des années 1860. Voilà. Et après, il y a toute une histoire. Le musée qui était d'abord installé dans la mairie dans le présidial, va être transféré à la ville de Limoges et s'installer dans
sur la parcelle du champ de foire. Je vais revenir sur cette image. On voit le bâtiment, on est sur un monument historique classé. Là, c'est un chantier qui a été lancé entre 1880 et 1900. Le bâtiment a été inauguré en 1900 et c'est quand même un chef-d'œuvre d'architecture, il faut le dire. Au-delà du contenu, le contenant est un écrin qui vole des tours de style néo-pompéien, art nouveau, avec des très beaux vitraux, une muséographie très soignée. Et ce musée a fait l'objet d'une rénovation importante entre 2009 et 2012. On voit ici le nouveau parvis et ce qu'on appelle la mezzanine des techniques. Et ça, c'est aussi important dans le cadre de ces rencontres des savoir-faire, puisque au-delà de montrer des pièces, des porcelaines finies, on montre aussi la fabrication de la matière première jusqu'à la pièce terminée, notamment dans cette mezzanine technique qui est riche de machines données par des manufactures, d'outils, également de porcelaine, et dans une scénographie qui a été pensée par Z Casalas avant la rénovation. Alors, on fait un petit survol rapide du parcours du musée. Vous avez une galerie historique dans laquelle on présente une histoire de la céramique de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, voilà, à la fin de cette galerie qui est quand même avec un accrochage par foyer, voilà, on passe les poteries grecques au majolique, ensuite des céramiques chinoises, voilà, des faïences européennes. Tout ça est très classé et à la fin on a cet espace qui est très sympa, l'espace qu'on a appelé couleurs, avec une muséographie qui a été repensée en 2018, voilà, à la manière un petit peu d'un accrochage de collectionneurs, centré sur les couleurs. Et puis on continue le parcours avec voilà, un grand espace dédié aux céramiques du 19e siècle à la céramique contemporaine. Je vous montre ici la fin de ce parcours avec un podium où on montre non seulement des pièces de design, mais aussi des sculptures, aussi des installations. En gros, on montre toute la diversité de la céramique contemporaine aujourd'hui. Voilà, il y a des œuvres qui sont réalisées par des artistes potiers qui ont à cœur de préserver des gestes hérités de la plus haute antiquité, et puis des gens qui veulent utiliser la matière pour faire tout à fait autre chose. Et puis, voilà, on a des œuvres nationales et internationales. Ici, on met en valeur à droite une pièce de Toshio Matsu. Peut-être, Elsa, tu pourras revenir dessus après et dire un petit mot, mais c'est une acquisition récente d'un très grand céramiste japonais. C'est une pièce en céramique, mais avec de la laque. On a aussi des rencontres de savoir-faire à l'échelle d'une pièce. Et enfin, la galerie dédiée à la porcelaine de Limoges. Voilà, on a là un parcours qui démarre avec la plus ancienne porcelaine de Limoges, 1771, c'est un petit médaillon, et on va jusqu'à la porcelaine contemporaine de Limoges, au fil d'une déambulation dans des vitrines comme ça, qui sont des petits écrins, et on parcourt une histoire des manufactures au gré de services. Et au milieu de cette galerie, on a voilà, le salon d'honneur avec une grande table qui est dressée et le service grainerie de la manufacture Pouillac, qui est un chef-d'œuvre d'exposition universelle de 1878. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui attache naturellement le musée aux thématiques d'aujourd'hui, à savoir la gastronomie et les arts de la table, évidemment. Donc voilà, je voudrais finir cet aperçu du musée à proprement parler avec cette vue d'étape des porcelainiers. Elsa en reparlera après. C'est un dispositif où on accueille non pas des pièces de notre collection, mais des travaux d'artistes, de manufactures qui montrent une actualité de la recherche en porcelaine de Limoges. Et puis à droite, une œuvre de Non sans raison dont je vais parler à l'instant. Voilà pour cette petite introduction sur qu'est-ce que le musée, qu'est-ce qu'il présente et comment il est organisé. C'est quand même
un bon parcours. Prenez-vous une journée de visite, on a 6000 m², dont 2000 sont consacrés à ce parcours permanent, plus les expos temporaires. Donc voilà, c'est très complet et les gens sont souvent agréablement surpris. Voilà, je profite aussi de la parole qui m'est donnée pour signaler une chose, c'est que le musée a été récompensé de 3 étoiles au guide vert Michelin. Alors là encore, ça nous rattache à une tradition gastronomique qui est celle de l'attribution d'étoiles pour des chefs ou des restaurants. Là, c'est au titre de musée. Il y a assez peu de musées qui ont cette distinction. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a que 2. Donc voilà, on est assez fiers de cette décoration qu'on a eue depuis 2023, qui est renouvelée, donc, qui est un gage aussi de qualité, non seulement de la présentation, mais aussi de l'accueil et de la programmation qu'on met en œuvre au musée. Voilà, je montre cette petite carte d'identité du musée. Et si vous voulez, maintenant, je vais vous présenter quelques projets qu'on a développés ces derniers temps et qui, justement, montrent que, au-delà de la porcelaine, au-delà des services, on s'intéresse avec un regard transdisciplinaire à la gastronomie, aux pratiques, aux usages, aux formes, à la cuisine, et qu'on essaye de faire dire aux objets ce qui ne saute pas aux yeux quand on regarde un service de table, forcément. Alors je commencerai, n'hésitez pas à m'interrompre aussi si vous avez des questions. Mais je commencerai par un projet qui m'a occupé alors que j'étais arrivé fraîchement au musée Adrien Dubouchet en 2015. C'est celui dont vous voyez l'affiche rouge avant, ici, maintenant, l'expérience Non Sans Raison. Alors, Non Sans Raison, c'est une jeune maison de porcelaine de Limoges. Ah oui, tiens, parfait, merci. On a le petit catalogue. N'hésitez pas, après la conférence, à venir feuilleter les publications qu'on a apportées, avant qu'on les fasse circuler, mais voilà. Donc, Non Sans Raison, c'est une jeune maison de porcelaine de Limoges qui est fondée en 2008, et voilà, ils ont à cœur d'avoir une approche, d'inviter des jeunes designers, de penser d'autres circuits de distribution, de s'attacher aussi aux nouvelles pratiques de table, à la junk food, à la street food, à des collaborations dynamiques avec des chefs et avec des créateurs. Donc voilà, on a souhaité en 2015 leur consacrer une exposition, et vous en voyez ici deux images avec une scénographie assez spectaculaire. Voilà, il y a des assiettes qui sont debout, les choses sont très mobiles, très mouvantes, et ce qui était chouette, c'est que voilà, on pouvait, en parcourant cette exposition, voir des enjeux actuels. Voilà, on voyait leurs cornets de frites en porcelaine, on voyait ce qu'ils appellent les wall plates, ce sont ces assiettes que vous avez au mur, qui sont attachées avec des aimants. L'idée étant de pouvoir facilement passer d'un objet décoratif à un objet utilitaire. En fait, ce qui leur pose un peu problème, c'est que la porcelaine de Limoges, ou la porcelaine précieuse, on va dire en général, souvent elle est rangée dans un vaisselier et puis on s'en sert pas. Et eux ils disent non, il faut manger dedans, il faut en profiter réellement. Mais on a quand même envie de l'utiliser comme objet ornemental. Donc avec ce système d'aimant, c'est hyper intéressant de pouvoir passer d'une pièce décorative à un objet utilitaire. Voilà pour cette exposition qui était vraiment passionnante à monter en dialogue avec eux, et puis dont la scénographie était signée Étienne Bardelli, qui est aussi un artiste qu'ils ont invité à produire des pièces. Alors, autre projet en lien avec la gastronomie, ça n'est pas une exposition en tant que telle, c'est plus un partenariat régulier que nous avons au musée Adrien Dubouchet, avec une initiative portée par la ville de Limoges et différents acteurs, c'est une biennale qui s'appelle Toc et Porcelaine. Alors c'est bien la toc des chefs, hein, je tiens à préciser que c'est pas toc, voilà. Bref,
Toc et Porcelaine, c'est une biennale, un festival où se rencontrent, s'entrecroisent des porcelainiers et des chefs. Et alors le musée s'inscrit dans cet événement en accueillant tous les 2 ans une table de présentation où tous les porcelainiers de Limoges montrent des nouvelles collections. Là, vous la voyez sur la droite, au milieu de la galerie historique. Et c'est arrivé, on ne le fait pas tous les ans, mais c'est arrivé que le musée accueille le dîner de gala de la biennale Toc et Porcelaine. Et là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le dîner de gala, la table dressée pour le dîner de gala. Alors c'est assez exceptionnel, on est dans la galerie du musée, c'est un moment un peu privilégié. Et là, le repas a été préparé par Michel Saran. Ça, c'était en 2017. On l'a accueilli aussi plus tard, je crois que c'était en 2021, avec Juan Arbalez. Voilà des chefs qui sont connus, qui préparent un menu d'exception. Dans de la vaisselle aussi, dont une partie est fournie par les porcelainiers, et l'autre, c'est des créations spéciales faites par des alors, il y a une espèce de concours, et les élèves de l'École nationale d'art et de design de Limoges fournissent des modèles qui ensuite vont être utilisés lors du repas. Donc ça, c'est aussi une manière de lier concrètement la cuisine contemporaine de très haut de gamme avec la créativité locale. Alors je passe à un autre projet qui s'appelle À table. C'est effectivement une exposition temporaire. Là, voilà, on a le catalogue également ici, qui a été édité à cette occasion. Comme le rappelait Pierre, c'est effectivement une exposition qui a été montée en 2020 pour célébrer les 10 ans du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du repas gastronomique des Français. En fait, ça ne désigne pas ni un plat, ni un objet, ça désigne ce savoir-faire, ces habitudes, toute une constellation d'usages et de pratiques dans lesquels sont intégrés, bien sûr, aussi le dressage de la table et le choix des pièces qu'on va utiliser. Donc c'était une initiative qui a été portée effectivement d'abord au Québec et puis ensuite qui a été montée dans une version modifiée au musée de Sèvres, et le musée Adrien Dubouché faisait partie à l'époque de la Cité de la Céramique, qui est un établissement public qui a été fusionné avec le Mobilier National. Donc on peut dire qu'on est un peu aussi de la maison maintenant, en début 2025. Voilà, donc ça fait 1 an. Mais pour revenir à l'Expo à table, on célébrait les 10 ans de ce classement avec une exposition qui a été présentée à Sèvres et accueillie au musée Adrien Dubouché. Vous en voyez l'affiche ici. Et puis une vitrine. Alors, on a présenté beaucoup de choses dans cette exposition. Là, vous voyez une vitrine qui était consacrée au thé et au café. J'ai choisi celle-ci pour une raison particulière, c'est que c'était aussi l'occasion non seulement de montrer des très belles chocolatières, des théières, des ustensiles et des représentations liées à ces produits-là, mais c'était aussi l'occasion d'en faire une histoire qui prenne en compte les implications politiques et géopolitiques liées à la colonisation pour ces produits-là en Europe, qui ont un impact sur la création d'art de la table, mais qui, sur lesquels il est important de rappeler ces dimensions-là. C'était la même chose avec le sucre, dans une partie consacrée au sucre. Donc voilà, on essaye de prendre en compte l'actualité de la recherche, l'actualité de l'histoire, y compris dans ces sujets qui peuvent paraître pas forcément politiques au premier abord. Et là, vous voyez d'autres images de cette exposition à table, et notamment une grande table qui était dressée et consacrée à des créations récentes des porcelainiers de Limoges. Vous avez différentes manufactures, manufacture Reynaud, JL Coquet, manufacture également Sibi Coquet, et des partenariats ou des projets
réalisés sur mesure pour différents chefs. Je pense à Gérald Maceda, Pierre Gagnère, Alain Ducasse. Voilà, il y a vraiment beaucoup de représentants de la haute gastronomie qui ont commandé aussi des pièces à des porcelaines de Limoges. Et ça, on mettait bien en valeur. De même que sur cette photo de droite, on voit aussi des objets un peu expérimentaux. Je pense les pièces qui sont en haut sur les socles sont les robots porte-fruits et légumes. C'est Florence Doléa, qui est Radi designer, qui avait fait cette espèce de porte-fruits qui ressemble un peu à une espèce de tête de cyborg hérissée de ces espèces d'attaches sur lesquelles on vient poser des fruits. Donc il y a le côté un peu objet expérimental, proposition novatrice, et puis lien avec les arts de la table. Mais il y a aussi de la verrerie, de l'argenterie, vraiment pas mal de choses. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être passer la parole à Elsa pour nous parler des tables et porcelaines. Oui, tout à fait. Il y avait le droit. Donc, comme Jean-Charles nous a très bien présenté l'ensemble du musée et notamment le parcours, et en fait, une des particularités du musée de la présentation, c'est qu'on a un espace à la fin de l'étage qui est consacré depuis la rénovation à la porcelaine de Limoges. En toute fin du parcours, on a la création contemporaine et on a un format qu'on appelle entre nous les tables des porcelainiers, parce que très concrètement, ce sont 2 tables sur lesquelles on vient disposer tous les 3 mois en alternance des créations les plus récentes de porcelainiers et d'artistes, designers. Et donc, en voulant vraiment créer ce lien avec la création et en proposant au public d'être au contact d'un patrimoine qui est vivant et qui se renouvelle avec une très grande diversité de formes, d'usages, et c'est vraiment un petit peu la ligne directrice de cette programmation au musée de cette table des porcelainiers. Donc là, vous avez une image qui vous permet de vous rendre compte un petit peu de cet espace de la muséographie. Vous avez également ces vitrines conques assez spectaculaires qui datent de la rénovation et qui sont un geste de Z. Casalas, dont a parlé Jean-Charles, muséographe du musée. Et donc là, évidemment, c'est tout petit, mais dans une des vitrines, vous avez un hommage pour célébrer l'anniversaire des 40 ans d'une association à Limoges qui s'appelle Esprit Porcelaine, qui est très investie notamment dans le secteur de la gastronomie. Donc ce sont des anciens élèves de l'école de Limoges qui, en 1984, ont créé ce collectif et qui collaborent beaucoup avec des designers. Et donc là, ce que vous ne voyez pas, j'aime bien cette façon de présenter, ce sont des chocolatières notamment, qui ont été créées, notamment quand il y a eu un petit peu ce renouveau avec la création du salon du chocolat. Il y a eu des collaborations avec des professionnels de la pâtisserie, des historiens qui s'intéressent au chocolat, et donc il y a eu cette envie de créer des chocolatières de créateurs. Et donc c'est ce qu'a fait Esprit Porcelaine. Donc nous, en collection, on a un certain nombre de ces chocolatières qui renvoient à une tradition. La plupart ont aussi des moussoirs. Enfin, on voit cet intérêt pour ces formes-là, mais vous avez aussi des prêts de l'association. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans une des vitrines, et vous avez ces 2 tables qui sont ces tables de porcelainiers. Là, ce que vous voyez, c'est des créations de Sohakim, qui est une artiste designeuse qui est diplômée de l'ENSAD, puisqu'il est vrai de Limoges, puisqu'il est vrai que nous présentons un certain nombre de jeunes diplômés de l'école de Limoges, puisque nous avons un partenariat, un dispositif en fait, dans lequel nous participons en présentant des jeunes diplômés. Ça s'appelle Coup de pouce. Et nous sommes très contents d'y participer. Et ce que vous voyez à côté, ce qui est intéressant également, j'ai sélectionné, parce qu'il y a tellement de propositions tous les 3 mois, c'est vraiment... il faut retenir, voir des présentations différentes. Là, j'ai sélectionné pour vous des tables qu'on a pu présenter récemment, en 2024 et 2025. L'une autour de la collaboration entre le designer français Thomas Bastide, qui est assez connu pour ses partenariats, ses créations pour Baccarat, Christophe, etc. et qui a notamment collaboré avec Cloquet, qui est une manufacture de porcelaine de Limoges, pour créer une collection
qui s'appelle Rêve. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez notamment la théière Rêve, avec cette forme de nuage qui est juste ici, dessinée sur cette couverture d'une publication Flammarion consacrée au designer. Et donc, ce sont des pièces en porcelaine qui ont un lien avec les énergies de la Terre, puisque la forme a été choisie, notamment l'anse, qui est une boule, creuse, afin de pouvoir permettre une préhension de l'objet et sans être gêné par la chaleur qui pourrait être diffusée. Et vous avez à côté une autre proposition qui est une collaboration également entre une artiste illustratrice qui s'appelle Aurore de la Morinerie avec une autre manufacture de porcelaine de Limoges, la manufacture Reynaud. Et donc c'est une collection qui s'intitule Abyss et qui est vraiment à l'image de l'intérêt de cette artiste pour l'univers marin. Elle-même a participé à des navigations entre les îles Galapagos et l'Équateur. Elle fait beaucoup de carnets, de photographies. Là récemment, il y a des monotypes également qui ont été donnés au Musée d'art décoratif de Paris. C'est une artiste très intéressante qui a collaboré avec cette manufacture afin de proposer ce service essentiellement des assiettes qui permettent d'évoquer ce monde marin avec ce contraste très fort entre ce bleu et ce blanc, le blanc de porcelaine de Limoges évidemment. Et je sais que les visiteurs ont beaucoup apprécié cette présentation. Donc voilà, on pourrait en parler encore longuement. Oui, bien sûr. Donc là, ce que j'ai choisi de montrer aussi, en contrepoint, ces propositions qui étaient plus des collaborations avec des porcelainiers, c'est aussi des démarches plus d'un céramiste indépendant. Donc par exemple, parmi d'autres, Mélie Branchereau, que nous allons bientôt exposer au musée à partir de tout début février, donc, qui est céramiste installé à Limoges, qui est diplômé de l'ENSA de Limoges également, qui fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Réfractaire, qui est une association qui réunit des céramistes indépendants. Et donc Mélie, ce qui est intéressant et qui rejoint également les énergies de la Terre, puisque finalement ça va être une table des porcelainiers en contrepoint à l'exposition temporaire. Ça permet finalement de faire le lien entre le parcours et cet espace d'exposition temporaire dédié. Et donc Mélie travaille plutôt le grès. Donc elle récolte des argiles, parfois aussi des argiles locales, réfractaires du Limousin, qu'elle va intégrer. Elle tourne ses pièces, mais elle a aussi, pour leur donner cette forme qui est inspirée du végétal, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir sur cette photographie, elle va utiliser des techniques notamment de l'estampage. Et ce que vous allez peut-être, en tout cas j'espère, découvrir si vous venez au musée à partir de février, c'est un autre versant de son travail. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez des pièces en grès avec ce que je disais, c'est d'argile parfois locale, mais elle utilise également des émaux qu'elle réalise elle-même avec des cendres végétales qu'elle va récolter, des roches et notamment des messes du Limousin, qu'elle va aller travailler pour créer ses propres émaux et ses couleurs terreau. Donc vraiment, c'est sa palette. C'est la palette locale, durable. C'est un intérêt très fort des artistes et designers aujourd'hui. Et donc on est aussi content de pouvoir montrer que les artistes participent à cette réflexion de société, y compris pour des pièces de vaisselle, des arts jetables et de la céramique artisanale. Et donc ce que vous verrez au musée prochainement, c'est aussi le versant porcelaine, puisque la manufacture de l'Acélie, historique de Limoges, a fait plusieurs résidences avec des jeunes artistes et céramistes. Mélie en a fait partie et a pu notamment utiliser des moules de pièces en ce que vous n'allez pas voir en photo, je vous laisse imaginer, venez avec moi, de pièces historiques sur lesquelles elle est allée, de porcelaine, en fait, elle est allée utiliser les moules. Donc c'est une autre technique, hein, c'est
percer la pâte dans les moules, et elle a utilisé le même émail. Et donc il y a vraiment cette rencontre entre des formes traditionnelles de la porcelaine de Limoges, on peut le voir aussi dans le parcours, et cette réflexion très contemporaine avec des émaux qui ne correspondent pas forcément à l'esthétique qu'on imagine de la porcelaine de Limoges, mais c'est cette rencontre des énergies, de la création contemporaine, et puis de ce savoir-faire de la porcelaine qu'on met en avant dans cette table prochainement. Et en contrepoint, je voulais aussi vous montrer, on va montrer des petites maquettes de projets qu'elle a fait de ruches en argile pour une commune de la Selle en Corrèze. Donc voilà, toute cette question des enjeux écologiques, elle est très présente en fait dans l'exposition Les énergies de la Terre. C'est pour ça que j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Oui, ça fait une transition parfaite avec notre exposition actuelle, Les énergies de la Terre. Alors vous voyez ici l'affiche de l'exposition et une œuvre de Christian Rosenbach. C'est un énorme moteur de moto en céramique émaillée avec un émail rougeoyant. Voilà, c'est j'ai choisi cette œuvre-là, mais il y en a vraiment énormément. Mais là, on voit bien le lien avec l'énergie technique. On verra après en quoi ça implique aussi la gastronomie. Peut-être un mot généralement sur l'idée de cette exposition. Finalement, notre parcours, comme je vous l'ai montré brièvement, est tourné vers la céramique, les arts de la table et la céramique. Voilà, on a une vue historique, esthétique, on voit des objets, mais c'est important pour nous au musée de créer des liens entre notre objet d'étude principal, la céramique, et des enjeux de société. On l'a fait précédemment avec effectivement à table, avec la gastronomie, son évolution, son histoire, son actualité. Et on l'a vu avec Forme Vivante, qui est un projet tourné vers l'écologie, le vivant, les liens entre biologie et céramique. Et là, on a voulu, dans un même ordre d'idées, faire un lien entre la céramique et les énergies. Alors, d'où ça vient tout d'abord d'une actualité. L'énergie, on en entend tous et toutes parler dans les médias. Voilà, crise de l'énergie, transition énergétique, ainsi de suite. Il se trouve que en 2022, il y a eu une crise du gaz, crise de l'énergie en général, qui a impacté beaucoup d'industries et significativement aussi les porcelainiers de Limoges. Alors plutôt que de faire un événement autour de cette actualité, de cette crise, on s'est dit on va prendre le sujet plus largement et montrer en quoi ça sous-tend beaucoup de démarches liées à la céramique aujourd'hui. Alors les énergies de la Terre, c'est au pluriel et c'est important parce qu'on parle, et là je vous montre l'introduction de l'exposition, on parle de l'énergie au sens technique, quelles énergies sont à l'œuvre dans la fabrication de la céramique, mais on va avant ça dans quelles énergies sont à l'œuvre dans la nature, dans la formation des matières premières de la céramique. Et ça compose le premier chapitre de l'exposition qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. On parle vraiment de cette idée qu'il n'y a pas d'argile, il n'y a pas d'oxyde métallique sans la chaleur interne de la Terre, sans le rayonnement du Soleil et sans les mouvements telluriques, les énergies à l'œuvre sous la croûte terrestre qui donnent naissance à toutes ces matériaux ressources et à un imaginaire très fort pour les céramistes. Comme ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième est plus tourné vers la technique, comment on canalise ces énergies de la nature pour faire des objets. Et le troisième, peut-être un peu plus contre-intuitif, s'appelle objet passeur d'énergie. Et là, il s'agit de montrer que, au-delà des énergies nécessaires à la fabrication des objets, les objets sont eux-mêmes porteurs d'énergie parfois d'un autre ordre, immatériel. Ça peut être des énergies magiques, religieuses, ça peut être aussi l'aura d'une œuvre d'art, la manière dont les objets sont dotés d'une agentivité, d'une capacité à agir.
Donc voilà, il y a tout cet univers qui est à l'œuvre dans l'exposition. Donc vous vous dites, oui, très bien, mais quel est le lien avec la gastronomie? Eh bien, voilà, là, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une soucoupe produite par les porcelainiers de Limoges, au revers de laquelle on peut lire première cuisson au gaz à Limoges. Donc là, on a une rencontre entre des objets d'art de la table et une recherche sur les combustibles, sur la cuisson, une recherche technique menée par les porcelainiers de Limoges. Voilà, pour filer un peu ce lien-là entre les énergies de la terre et puis des pièces liées à la gastronomie et aux arts de la table, je te repasse la parole, Elsa. Est-ce que tu veux présenter peut-être les différentes parties Alors, je l'ai fait brièvement là sur les 3 chapitres de l'exposition, mais tu voulais dire les parties là qui sont montrées dans l'intro. Non, enfin d'exposition, mais donc oui, donc là dans l'introduction, ce qui est assez pratique, c'est qu'on a des pièces qui permettent d'évoquer les différentes parties de l'exposition. Comme ça, on n'est pas trop perdu. Donc là, justement, il y a cette première partie, voyage au centre de la Terre. On a des pièces, justement, il y a un quartz assez impressionnant et une pièce contemporaine de Canviro qui permettent de comprendre un petit peu tout ce questionnement sur comment émerge la matière première de la céramique grâce à ces énergies telluriques, astrales dont je parlais. Ensuite, il y a une deuxième partie, aventure technologique, où on parle notamment de tout ce qui va être de la formation des pièces jusqu'à leur cuisson et les propriétés énergétiques des céramiques. Donc c'est là qu'intervient notamment cette soucoupe historique pour parler de la cuisson au gaz à Limoges. Et ensuite, il y a cette dernière partie sur plutôt les énergies artistiques. Donc c'était juste pour vous donner un petit cadre, puisque là, je vais vous faire en quelques pièces, je vais vous faire traverser l'exposition. Donc on a présenté donc, cette petite soucoupe qui date de 1855 et qui est intéressante puisqu'elle parle, comme je disais, ça fait le lien aussi avec le début de l'envie de faire l'exposition sur la crise du gaz, puisqu'en fait, c'est une soucoupe qui commémore quelque part la première cuisson au gaz en 1855 à Limoges. Donc c'est une soucoupe de la manufacture Pouillat, et c'est la manufacture également qui a donné au musée en 1866 cette pièce. Savoir qu'il y a beaucoup de liens très forts dès le 19e siècle en fait entre tout ce secteur de la porcelaine et le musée. Et ça se concrétise en partie par des dons, et jusqu'à aujourd'hui par des dons et aussi le soutien des amis du musée. Et donc cette pièce est intéressante puisque finalement le gaz s'est généralisé, si je ne me trompe pas, plutôt un siècle plus tard. Donc il y a quelque chose, c'était une innovation en fait, qui s'est concrétisée avec cette pièce, mais qui ne s'est pas généralisée tout de suite. Ça permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas une sorte d'évolution très linéaire de l'usage de certaines énergies, y compris, enfin, de manière générale, et y compris dans le secteur de la céramique. Donc voilà, c'est une expérimentation, mais puisque le chemin de fer a permis d'apporter des matières premières moins coûteuses, notamment l'utilisation de la houille, ce qui a retardé en partie, il n'y a pas beaucoup de facteurs, l'usage, la généralisation du gaz. Donc voilà pour cette pièce-là. Ensuite, je voulais continuer le parcours. En fait, je vous emmène dans cette salle, toujours dans cette première partie. On a vraiment souhaité montrer cet imaginaire des roches, notamment, qui habitent beaucoup les céramistes. Donc, il y a fait ma vision, en tout cas, c'est de considérer qu'il y a d'une part des pièces céramiques qui vont aller vers l'imitation esthétique de pierre dure. Et ça, on le retrouve beaucoup, vraiment très tôt. Et on a notamment, parmi les pièces qu'on présente, et je vais vous les montrer après, il y a notamment un gobelet en verre du XVIe siècle, enfin des pièces du XIXe siècle. Donc là, ce que vous voyez, c'est deux pièces assez phares des collections, et en particulier ce gobelet qui est tout à fait caractéristique de la production des verres d'imitation de Venise. Donc celui-ci date du XVIe siècle. Il est depuis très longtemps dans les collections, puisque c'est un don de 1881 d'Adrien Duboucher, qui lui-même avait
réuni la collection d'un de ses amis qui s'intéressait beaucoup au verre. On a une petite collection de verreries anciennes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc c'est l'occasion. Voilà. Et donc vous voyez ces marbrures qui imitent en fait la calcédoine ou l'agate. Et donc c'est un exemple parmi d'autres assez ancien d'imitation de la pierre dure, et quelque chose d'assez beau, de luxueux, et qui fait penser aux roches et à l'énergie de la Terre. Et ensuite, à côté, vous avez plutôt une pièce plus récente de Wedgwood qui va mettre en œuvre ce qu'on appelle des émaux ombrants. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est cette catégorie de pièces, on va dire, qui imitent la roche. Et on en a une dernière aussi à présenter, c'est du second 19e siècle, c'est une manufacture de porcelaine de Limoges chez Stani. Et donc là, vous voyez une autre technique pour imiter la pierre, si je ne me trompe pas, qui relèverait plutôt de la chromo, qui est caractéristique. Et donc là, voilà, c'est un petit peu pour montrer que non seulement on va imiter différentes roches, mais en plus on va le faire de différentes façons. Mais ça reste un fil rouge du 16e jusqu'à l'époque plus contemporaine dans les arts du feu. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. Et ensuite, un autre aspect qui est quand même lié, c'est, dont j'en parlais avec Mélie Branchereau, ça va être cette fois non pas l'imitation, mais vraiment l'utilisation de pierres dures et de roches dans la céramique. Et c'est le cas notamment, il y avait ce service AT de la manufacture Alio qu'on avait tout à l'heure, avec cette couverte qu'il faut vraiment voir de près, puisqu'on peut voir qu'il y a des variations très fortes qui vont du brun au noir en passant par une couleur un peu plus chocolat. Et en fait, c'est une couleur qui est obtenue par François de Alluot. Donc ça, c'est des pièces, je crois, de 1827, grâce à l'utilisation de roches dures. C'est de la diorite. Exactement. La diorite qui rentre dans cette composition. Il faut savoir que François de Alluot est vraiment une figure tutélaire de la porcelaine de Limoges et qu'il était féru de minéralogie. Donc ça remonte quand même assez loin, cette passion pour les matières, la terre et les roches bien dures. Donc ça, je vais passer, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons que je vous ai un peu présenté les pièces en lien avec les arts de la table dans cette première partie de l'exposition. La seconde s'intitule Aventure technologique. Donc comme je vous disais, on va vraiment de l'extraction de la matière première à la forme jusqu'à la cuisson, puis en allant jusqu'à l'usage de ces pièces obtenues, notamment pour leurs propriétés énergétiques. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le début de l'aventure technologique, c'est ce couloir dans lequel on met en avant des choses assez différentes, parce qu'on a un album de sèvres qui montre l'extraction du feldspath en Chine au XVIIIe, et vous avez également des carottages qui vous permettent de voir de l'extraction de kaolin. Et ensuite, vous avez une série de pièces qui sont vraiment des pièces plus expérimentales pour soit recycler de la porcelaine. C'est un enjeu qui est toujours présent. On n'a pas, il y a des expérimentations, vraiment au stade de l'expérimentation. Et vous avez aussi, ça va plutôt être des céramiques, notamment du réseau réfractaire dont on parlait tout à l'heure, et aussi des entreprises qui se lancent dans l'élaboration de pâtes qui se rapprochent du kaolin, de la pâte pour faire de la porcelaine, pour avoir des pièces qui ont des propriétés semblables, tout en n'étant pas au sens de l'IGP de la porcelaine de Limoges. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, voilà, c'est montrer ces expérimentations. Donc là, par exemple, il y a le studio Outrage, qui regroupe 3 céramistes, designeuses qui se sont regroupées en 2024. Donc vous voyez, c'est vraiment l'actualité la plus récente. Et ce ne sont pas les seules, mais elles se sont, elles aussi, emparées de cet enjeu, ce défi de territoire pour Limoges, qui est le recyclage de la porcelaine. Puisqu'il y a la porcelaine, on peut peut-être, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on peut avoir cette image que c'est quelque chose de fragile. Et en fait, c'est quand même très dur, et on s'en rend vraiment compte quand on veut, par exemple,
la réutiliser, la concasser pour l'intégrer, et c'est ce qui se fait le plus, soit dans du décor ou bien dans l'industrie, où on va pouvoir obtenir des morceaux qu'on aura cassés, qu'on va intégrer, par exemple, ça existe à Limoges, dans de la chaussée, c'est une manière de recycler, mais le studio-outrage souhaite vraiment une valorisation assez fine, et en restant dans le domaine des arts de la table. Ce qui est quand même un défi à plein de niveaux, comme vous pouvez imaginer. Et donc là, en fait, on a souhaité montrer leurs expérimentations, un travail en cours, avec quand même des résultats intéressants, vraiment que je vous invite à suivre si c'est un sujet qui vous intéresse également. Donc voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus pour le moment. Ensuite, donc vous passez dans cet espace, on parle de la cuisson. Là, c'est pour le petit clin d'œil, mais Jean-Charles en parlera mieux que moi. Et il y a cette pièce d'un duo d'artistes contemporains franco-britanniques de Montrégiquel. Donc c'est une soup touring de 2007. Voilà. Je te laisse en parler. Oui, en fait, pourquoi on a choisi cette pièce, parce que c'est une soupière, mais c'est une soupière un peu particulière. Elle est faite d'un moulage de moteur de Porsche 911 et d'un escargot qui est au-dessus. Le tout transformé en soupière, il y a un couvercle, on peut l'ouvrir. Et en fait, c'est ce qui amusait les artistes avec c'est cette idée de, en quelque sorte, prendre une espèce d'icône. Enfin, c'est aussi comme ça que je l'ai lu. De l'énergie et des combustibles fossiles. On l'a mise à côté du moteur de moto qu'on a vu au tout début des diapos. Voilà, et de le traiter en céramique, comme si l'énergie qui est censée déployer ce moteur avait été consommée lors de la cuisson de la matière, et en la transformant en soupière, le transformer aussi en objet utilitaire lié à une pratique plutôt lente, plutôt posée. Voilà, donc c'est aussi une manière de traiter différemment des énergies un peu antagonistes. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est la suite, et c'est plutôt la partie consacrée à l'utilisation des propriétés énergétiques de la céramique dans le domaine, y compris du quotidien. Puisqu'on a cette vitrine qui rassemble un certain nombre d'objets qui peuvent être des brasseros, des tisanières, des chauffe-pieds, des poêles, et également, et c'est là que j'en arrive, avec notamment cette affiche publicitaire assez intéressante, où vous voyez une production typiquement de Limoges, puisqu'il s'agit d'une création de René Frugier à la fin du 19e siècle, autour de 1900, qui a créé une recette pour de la porcelaine à feu. Donc il a appelé l'aluminite. C'est ce que vous voyez quand vous voyez sur cette affiche, il y a une femme qui utilisait plutôt ces pièces-là pour la cuisine. Mais en réalité, ça pouvait être aussi utilisé dans le domaine de la recherche, dans les laboratoires. Et la particularité de l'aluminite, c'est qu'il s'agit de pièces avec une concentration en kaolin qui est plus importante que celle qui est utilisée par exemple aujourd'hui, puisque ça en était autour de 65%, ce qui donnait des propriétés vraiment à une porcelaine qu'on pouvait passer au feu, qui ne résistait aux chocs de température, eau très élevée, très basse. Et donc on voit l'intérêt dans tous les domaines finalement, y compris la cuisine. Et à cette époque-là, il n'y avait pas cette appellation, cette reconnaissance IGP de la porcelaine de Limoges. Et donc, pour attester de cette qualité, il y avait notamment cette marque verte qu'on retrouve sur cette casserole Phoenix. C'est quand même pas rien comme nom. Ça renvoie à tout un imaginaire. Et ensuite, vous savez, dans cet espace, des objets très variés, y compris des tisanières ici de la manufacture d'art parisienne, en tout cas du 19e siècle. C'est pour vous montrer un petit peu la diversité, mais on reste quand même dans cette thématique de l'utilisation des propriétés énergétiques de la céramique, ici pour réchauffer un plan et une boisson. Et ensuite, nous arrivons dans la dernière partie d'exposition, qui est consacrée aux énergies plutôt artistiques. Et comment est-ce que finalement
on va aller vers un intérêt pour l'aura des objets. Ça peut aussi, dans certains cas, être des objets qui relèvent des arts de la table, mais qui ont été, entre guillemets, rehaussés par des gestes particuliers, par le regard d'un artiste, et qui vont prendre une dimension différente. Et donc, nous avons choisi notamment 2 exemples, puisque nous avons, et c'est ce qu'on voit sur cette photographie à gauche, et vous la verrez un peu mieux sur la prochaine slide, il y a notamment ce service Kintsugi, qui est une collaboration entre la maison de porcelaine de Limoges de Bernardo, qui est très célèbre, et notamment très investi dans le domaine des arts de la table, et l'artiste Sarkis. Et donc ensemble, on crée ce service Kintsugi en 2013 pour les 150 ans de la manufacture, si je ne m'abuse, et donc qui est autour de cette technique ancienne japonaise qui permet, avec notamment l'utilisation d'une résine et aussi d'or, de pouvoir notamment réparer, recoller des objets qui auraient pu être cassés et qui donnent finalement, qui valorisent encore plus, qui subliment en fait ces objets et qui acquièrent une histoire, une valeur encore plus importante peut-être qu'au départ. Et donc évidemment, ces pièces n'ont pas été cassées et restaurées au Kintsugi, mais vous voyez quand même qu'il y a cet imaginaire très fort et qui renvoie aussi à la fois à des techniques et aussi un petit peu à une sorte de tradition, une sorte de spiritualité aussi quand même peut-être, et d'affect qu'on met dans ces objets du quotidien. Donc voilà, c'était une très belle collaboration, c'est un prêt de la maison Bernardo. Et il y a un autre exemple que nous avons choisi, qui est sur la slide précédente. Il s'agit plutôt du regard d'un artiste contemporain qui n'est pas céramiste, mais qui s'intéresse beaucoup, y compris dans les brocantes, à ces objets du quotidien qui n'ont peut-être plus trop, entre guillemets, d'intérêt pour certains, par exemple certaines faïences de Valoris, et que lui vient récolter et réassembler, comme ici pour ces pièces de la série Pas vu, pas pris, de 2009, ces pièces qui ont été créées pour une exposition personnelle au plateau le Frac Île-de-France. Et donc vous voyez ces personnages, donc ces pièces des arts de la table qui prennent vie à travers ces petits totems anthropomorphes, avec des têtes de théières, avec des sortes de cornes, de cervidés. Donc c'est des figures très amusantes qui montrent aussi que les objets peuvent avoir une seconde vie, y compris sous le regard d'un artiste bienveillant et assez extravagant. Et ensuite, qui est cet artiste, pardon Pardon, et merci beaucoup. Parfois, on t'oublie et c'est un peu embêtant. Richard Foguet. Voilà, merci beaucoup. C'est Richard Foguet. Et ensuite, pour cette dernière slide, toujours dans cette partie sur les énergies artistiques, donc nous avons choisi une pièce des collections du musée. En fait, il s'agit plus précisément d'un dépôt du Centre national des arts plastiques. Et donc, c'est une théière, dite théière lapis lazuli, du designer italien Ettore Sottsass, qui est un très grand designer, et même, je dirais, penseur, philosophe du design et d'objets qu'on pourrait considérer comme magiques. Pour reprendre le titre d'une exposition très marquante au Centre Pompidou il y a quelques années sous la direction de Marie-Ange Prayer. Et donc voilà, cette pièce, qui n'est pas si imposante en taille, il s'agit d'une théière, renvoie à tout cet intérêt de ce designer pour un design relationnel, je parlais de ce lien aux objets, cet affect, et aussi thérapeutique, puisque lui-même avait vécu notamment une expérience assez forte au début des années 60 lors d'un voyage en Inde où il avait frôlé la mort. Il a été très marqué aussi bien par cette expérience limite et par les philosophies orientales.
Et ça l'a beaucoup, parmi beaucoup d'autres choses évidemment, mais ça l'a inspiré dans son travail. Et là, vous en voyez une partie du résultat avec cette théière en forme, vous voyez, un peu d'escalier, comme un petit peu entre la tour de Babel et ses ziggourats. Il est aussi très habité par la Mésopotamie, la naissance de l'humanité. Il a aussi fait une série de vases autour de grands fleuves du croissant fertile. Et donc vous retrouvez, que ce soit dans l'usage de la théière, dans ce bleu et dans cette forme, c'est un peu cette spiritualité qui peut aussi nous inspirer, et c'est ce qu'il pensait au quotidien dans les objets, y compris des objets, on va dire des arts de la table. Là, c'est une édition, je crois, de 87 allemande. Et voilà, il y a eu plusieurs éditions. Et je ne sais pas si je peux en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est un objet que j'apprécie particulièrement. Oui, et puis juste pour terminer, là, concernant l'exposition temporaire Les énergies de la Terre, on vous a fait traverser cette exposition en essayant de tirer les fils des arts de la table et de la gastronomie. Il y a bien plus d'œuvres et des choses qui sont très spectaculaires également et qui vont bien au-delà de la dimension de la table. Donc voilà, il faut avoir ça en tête et on vous invite toutes et tous à venir la visiter jusqu'au 25 mai, tout en sachant que c'est une exposition qui aura une itinérance aussi chez nos collègues de Keramis à La Louvière en Belgique, qui est un centre très important aussi pour la céramique, notamment contemporaine. Donc voilà, une exposition qui va vivre encore pas mal à partir de 2026. Voilà. Si vous avez des questions, on sera ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette traversée effectivement extrêmement appétissante, une sorte de mise en bouche. On est heureux qu'elle puisse traverser après les frontières, et peut-être qu'avant d'aller la voir en Belgique, on encourage tout le monde d'ici le 25 mai à se rendre à Limoges. Et effectivement, s'il y a des questions, on a entendu des copains de céramique, de kaolin, des émaux aussi, on se demande toute la dimension technique, presque un petit lexique, on en parlait. Je ne sais pas si tout le monde est parfaitement en fait sur les différences terminologiques, ce dont on parle. Et moi, en tout cas, j'avais tout de suite là, en tête, vous avez évoqué les techniques de l'estampage. Alors pour moi, c'est un mystère complet. Je ne sais pas ce que c'est que la technique de l'estampage, mais parce que je suis béotien en la matière. Mais là, t'en parlais pour Mélie Branchepoul, tout simplement. Ouais. Simplement, en fait, qu'elle va comment donner une forme. En fait, il y a plusieurs moyens de le faire, et donc on peut aussi apporter, comment dire, je n'aurais pas très bien m'exprimer là, mais... Estamper une pâte, en fait, c'est appliquer un modèle physique positif sur une matière souple, et on vient lui donner une forme. Voilà. C'est une technique, c'est pas si facile de donner une forme, donc il y a plusieurs techniques, et puis on peut même les combiner, c'est pas du tout exclusif. Alors, quand on utilise de la céramique pour faire une forme en céramique, il y a plusieurs manières de faire, mais la plupart du temps, la plupart du temps, non. Il y a deux manières de faire. Soit on utilise de la pâte plastique, donc c'est comme de la pâte à modeler qu'on vient estamper dans un moule, qu'on vient modeler. Et la deuxième manière, c'est de travailler en coulage avec une pâte liquide qu'on vient couler dans un moule en plâtre. Et après, là, il y a un petit système d'absorption par le plâtre et sa capillarité. Voilà, tout à fait. Et on verse l'excédent de plâtre, et après, on démoule et vous avez votre forme. Et tout ça est parfaitement expliqué sur la mezzanine des techniques du musée, et également, et ça j'en ai pas parlé, donc je vais en parler aussi, dans une publication qui est sortie en 2024, qui est en fait l'ouvrage sur les collections du musée. Voilà, c'est une belle publication dans laquelle il y a effectivement des illustrations de tous nos chefs-d'œuvre, mais il y a aussi une partie sur les techniques, les machines, la fabrication de la porcelaine. Donc là, il y a aussi à la fin un petit glossaire, vous en parliez, où tous ces termes techniques liés à la céramique sont expliqués. Merci. Une question. Bonsoir.
Vous avez évoqué plusieurs fois l'IGP, et qu'est-ce qui caractérise en fait l'IGP de Limoges? Est-ce que c'est l'utilisation de matières locales et une obligation? Indication géographique protégée pour les... Alors, c'est une indication géographique et comment dire, dédiée à la porcelaine de Limoges. C'est un statut un peu particulier. Ça désigne un cahier des charges, enfin, c'est défini par un cahier des charges avec des différents critères. Et parmi ces critères, les principaux sont la fabrication de porcelaine dure réalisée et décorée à Limoges ou en Haute-Vienne. En fait, quand on dit porcelaine de Limoges, ça ne désigne pas exclusivement la ville de Limoges, ça désigne historiquement tout ce qui est fait dans le département de la Haute-Vienne. Donc après, il y a des choses un peu plus précises à l'intérieur. Ça va être des températures de cuisson minimum, ça va être des différentes compositions, mais en gros, c'est une porcelaine dure réalisée avec du kaolin. Qu'est-ce que c'est le kaolin? C'est une argile blanche qui est indispensable à la fabrication de la porcelaine. Du feldspath, c'est un fondant qui permet d'abaisser la température de cuisson, et du quartz. Donc voilà, c'est essentiellement une initiative, cette IG, qui a été mise en place pour aussi valoriser le savoir-faire des porcelainiers de Limoges et empêcher que des productions qui soient faites à l'étranger ou ailleurs se revendiquent de Limoges. Et on n'avait pas d'outils juridiques jusque, j'ai plus en tête la date, c'est 2017, ouais, je crois, la signature de ce cahier des charges. Voilà. C'est pas une terre locale? Non, alors effectivement, pardon, je n'ai pas répondu à cette question. Il n'y a pas d'obligation sur la provenance de la matière première. C'est très important et c'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens nous disent mais aujourd'hui, est-ce que la porcelaine de Limoges est faite avec du kaolin local? La réponse est non. Il faut savoir que pourquoi il y a de la porcelaine à Limoges, c'est tout d'abord parce qu'il y avait du kaolin à Saint-Thierry-la-Perche, au sud de Limoges, et que quand on découvre en 1768 cette ressource extrêmement précieuse, ça déclenche une industrie artistique autour de la porcelaine. Mais ces gisements vont être exploités et finalement, c'est pas qu'il n'y a plus du tout de kaolin en Haute-Vienne, c'est que les petites bulles de gisements qui restent ne sont pas rentables en termes d'exploitation par rapport à faire venir du kaolin d'autres carrières. Donc aujourd'hui, la porcelaine de Limoges, elle est moins caractérisée par une matière première locale que par un savoir-faire. D'où justement toutes ces initiatives qui visent aussi et ça implique autant des artistes que des industriels ou des artisans qui cherchent à refaire du local, quitte à s'écarter un peu de ce cahier des charges, quitte à expérimenter d'autres formules, d'autres recettes. Je pense à, effectivement, là, l'ENSA de Limoges, l'école d'art de Limoges a mis en place un projet qui s'appelle Chromoculture et qui vise à essayer de produire sa pâte ou ses couleurs céramiques avec des minéraux récoltés soi-même, avec des couleurs réalisées avec des cendres végétales qu'on a cueillies autour de l'école. Sinon, je pense, autre exemple, une entreprise qui s'appelle Alechina et qui développe une céramique à base de coquilles d'huîtres recyclées. Donc tout ça est montré dans l'exposition et ce sont des enjeux liés à la matière première et donc liés à l'énergie, puisque qui dit travailler plus localement dit économie en termes d'extraction et économie en termes de transport. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont tout à fait actuelles. Alors, un peu dans la même logique, vous avez parlé de recyclage, mais en fait, on peut la concasser, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut la refondre pour refaire de la nouvelle porcelaine? Non. En réalité, c'est très compliqué de recycler de la porcelaine au sens qu'on entend généralement pour le verre, par exemple. On ne peut pas fondre une céramique comme on fond un verre ou un métal
qui après peut prendre une autre forme. Ça, c'est pas possible. L'opération de céramification, ça intervient lors de la cuisson et on passe d'une argile, d'une terre crue à une terre cuite et c'est un phénomène irréversible. Ce qui se passe là dans l'initiative que vous a présentée Elsa, menée par le studio Outrage de Limoges, c'est effectivement on concasse de la porcelaine et on en fait une poudre et on va essayer de l'intégrer au maximum à une pâte voilà. Alors ça c'est encore à l'état expérimental et on va pas se mentir, il faut aussi de l'énergie pour concasser cette matière. Donc il faut tâtonner, essayer de trouver différentes solutions et c'est ce que font avec beaucoup d'inventivité les designers du studio Outrage, au même titre que d'autres initiatives. Elsa en a parlé, il y a du rebut de porcelaine de Limoges qui est réduit non pas en poudre mais en fragments, qui est intégré dans des revêtements routiers, dans du matériel de construction. Voilà, il y a différentes initiatives autour de ça. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière, enfin, peut-être pas une dernière, j'en ai une autre en tête. Il faut savoir comment, peut-être aussi peu naïf, mais comment la politique de l'établissement en matière de soutien aux artistes, ça on a un peu vu, et puis cette distinction entre l'artiste pièce unique et puis l'artiste peut-être designer qui peut en faire d'autres. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement des éditions? La plupart est-ce que à part ça, ou d'autres, parce que j'imagine que ne passe pas par le musée pour faire ses propres nouvelles éditions, mais est-ce qu'il y a une commercialisation de ces vaisselles et quel est le rôle du musée? Alors le musée est avant tout un musée, contrairement à la manufacture par mobilier national. On n'a pas de production, c'est pas dans nos missions de produire. On conserve et on enrichit cette collection, bien sûr on la valorise. Donc en tant que tel, on n'a ni production locale, ni fortiori commercialisation. Cela étant, on soutient effectivement la création, déjà en diffusant, en valorisant, et par ailleurs, quand même en soutenant aussi des productions, peut-être pas... Alors, c'est pas directement par la commande, mais là, on a un exemple très concret dans les énergies de la Terre, l'exposition actuelle, avec une invitation qu'on a formulée auprès d'une artiste, Anaïs Lelièvre, qui est venue à Limoges, et on lui a permis de rencontrer différents acteurs de la porcelaine de Limoges, et on a organisé avec elle une production, non pas chez nous, mais au Craft. C'est le centre de recherche sur les arts du feu et de la terre. C'est un centre d'art avec une production, avec des moyens. C'est quasiment une manufacture. Hein. Il y a des fours, il y a un atelier de modelage, il y a une cabine d'émaillage, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont cette vocation à accueillir des artistes, certains qui sont déjà céramistes, d'autres sans avoir tout le bagage. Ils ont des techniciens, ils ont ce savoir-faire. Et de cette collaboration est sortie une œuvre inédite qui est une installation spectaculaire qu'on a installée dans la galerie historique et qui faut imaginer 7 grandes colonnes qui sont un peu comme des espèces de carottes géologiques en porcelaine géante sur un sol, sur un lit de charbon. Une manière aussi de montrer que la porcelaine, on l'imagine, on la connaît, blanche, sous forme d'objet, mais c'est une histoire terrestre, c'est une histoire qui vient du sol. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, les gens tentent de trouver la représentation. Une question, bien sûr. Oui, pour faire le lien avec la gastronomie, est-ce que la céramique elle a des propriétés particulières recherchées par les chefs, par-delà le côté artistique? Mais est-ce qu'il y a des propriétés particulières en matière organoleptique? Est-ce que... Voilà. Alors ça, je ne saurais pas vous répondre avec précision extrême, mais en fait, la céramique en général est un matériau imputrescible, lavable et résistant, qui en fait comment dire, un allié des contenants alimentaires et de la présentation culinaire depuis le néolithique, quasiment.
c'est des arguments essentiels quand en cuisine, on a affaire à de l'organique et on a affaire à de la matière qui, si on la sert sur des feuilles ou de la matière organique, va aussi avoir va pouvoir altérer des sels en bois ou que sais-je. Donc cette résistance-là mécanique, elle est très appréciable. Et un autre petit élément de réponse concernant la porcelaine notamment, c'est la blancheur. Et cette blancheur, elle est vécue par beaucoup de chefs comme voilà, une page blanche sur laquelle disposer une composition, effectuer un dressage, effectuer un travail qui n'est pas seulement gustatif mais aussi visuel. Et ça, c'est très important pour la porcelaine de Limoges. Oui, absolument. Peut-être étiez-vous là, il y avait Guy Savoie, et en fait, il y a des personnes qui travaillaient avec Guy Savoie qui avaient expliqué effectivement cela. Il a d'abord des assiettes qui sont très colorées, qui sont juste là pour accueillir les clients. Tu les enlèves, et après, ce sont effectivement des assiettes qui mettent en valeur, des assiettes qui mettent en valeur le message comme vous l'avez dit. Bon, merci beaucoup. Merci à Charles Haut, merci à Lisa. Merci à vous. Le voyage à Limoges, on va le faire très très vite. Pour ma part, je vais y aller très bientôt. Avec plaisir. Merci.